Le son, c'est bon. Ah, j'ai pas de... Bah si, 15, c'est bon. Bon, alors je remets, quand tu me poses des questions, je le remets. Aujourd'hui, c'est le premier Déj Openino de l'année 2022. C'est l'occasion pendant ces Déj Openino, c'est de parler Open Innovation et de voir comment finalement des organismes, des structures peuvent s'enrichir en faisant appel à d'autres profils. Aujourd'hui, on va parler d'une Open Innovation un peu spéciale, puisqu'on va parler de l'Open Innovation auprès des pouvoirs publics et finalement comment le gouvernement se nourrit des réflexions de la société civile pour élaborer ses politiques publiques. Pour creuser un peu ce sujet, aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Agathe Hamel qui est conseillère au CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental, la troisième instance de la République. Alors Agathe, bienvenue pour ce Déj Openino. Et avant de débuter et de commencer à parler en fait du CESE, on entend beaucoup parler de la notion de société civile. C'est un peu à la mode, comme participation citoyenne, on y reviendra. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce qu'on met derrière ce terme et pourquoi toi aussi tu en fais partie? Merci déjà de m'accueillir dans ces locaux qui sont très chouettes. Je pense que le plus simple pour comprendre le terme de société civile, c'est d'avoir, en fait, de comprendre qu'il y a d'un côté la société, où il y a tous les citoyens, les citoyennes et les acteurs, et de l'autre la société civile qui, elle, est constituée plutôt d'associations, d'organisations, de groupements d'intérêts, qui s'organisent comme un contre-pouvoir à l'État et au marché. Donc finalement, nous, au CESE, on est une société civile comme un contre-pouvoir à l'État, à l'intérieur de l'État. Donc c'est tout ce qui est syndicats, ONG, associations. Et en fait, c'est un peu comme une forme de lobby citoyen. Mais contrairement peut-être aux autres lobbies, c'est un lobby citoyen qui est visible, qui ne s'organise pas de manière invisible dans les couloirs, mais qui est structuré, organisé et qui qui représente en fait les intérêts des citoyens dans les différents corps de la société. J'ai essayé de faire une définition simple. Oui. Et donc, on dit que finalement, c'est la société civile organisée. Ouais. Comment est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a une société civile désorganisée? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de formes d'organisation de société civile. Il n'y a pas du tout que la société civile qui est organisée au CESE. Mais au CESE, cette société civile, elle a la particularité d'être dans une même institution. Mais au sein du CESE, il y a différentes modalités et formes de société civile. Et souvent, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand on entend parler il y a un acteur qui est issu de la société civile, on utilise souvent ce terme pour le mettre un peu en opposition avec tout ce qui pourrait être une carrière uniquement politicienne ou militaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui généralement sont issus du terrain. Ça ne veut pas dire que les politiciens ou les militaires ne sont pas issus du terrain, mais qui sont un peu dans une opposition avec des gens qui auraient simplement une carrière politicienne. Oui, et en fait, dans l'esprit des gens, en fait, quand on dit il vient de la société civile, en fait, derrière, on met c'est un citoyen. Mais en fait, la société civile, c'est plutôt une représentation des citoyens que juste une espèce de foule de citoyens. Ouais, c'est tout à fait. Après, il y a plein de définitions historiques qui ont changé aussi au cours de l'histoire. C'est pas du tout un terme qui n'existe que depuis les 20 dernières années. Hein. Ça existe depuis que les mondes politiques se sont formés. Mais effectivement, les citoyens, ils ont cette capacité de se représenter eux-mêmes, ce qui est déjà une crédibilité politique, une légitimité politique. Mais la société civile et les groupes qui font partie de la société civile, ils s'organisent pour représenter des groupes de citoyens. Donc par exemple, vous avez, pour prendre mon exemple, qui est peut-être qui sera peut-être celui le plus parlant, c'est que moi, je fais partie d'un organisme qui s'appelle le Forum français de la jeunesse, qui regroupe lui-même plein d'organisations de jeunes qui sont gérées et animées par des jeunes, qui sont sur plein de thématiques différentes. D'ailleurs, il y a des partis politiques de jeunes qui, donc, de facto, ne sont pas forcément d'accord sur les choses qu'ils portent, mais qui se sont rassemblés avec un objectif commun, un plaidoyer commun, qui est celui de militer pour qu'il y ait une place pour les jeunes dans le débat public. Donc c'est en fait des personnes qui ont des valeurs communes ou qui ont envie de porter un intérêt commun
auprès du gouvernement, auprès de l'État. Et alors, justement, puisqu'on va parler de vous pour comprendre, donc là, vous êtes conseillère au CESE, il y en a 175 comme vous. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé là, par quel processus, et en fait, c'est quoi ce CESE, ce truc la première fois qu'on a échangé, en fait, c'est la 3e instance, mais alors parfois elle a eu tendance à passer sous les radars, même si là on entend beaucoup plus parler. Donc allez-y pour les expliquer un peu. J'essaye d'expliquer de manière plus simple que ce que j'avais expliqué la dernière fois. C'est pas un exercice facile, mais en gros, pour être assez schématique, mais rester dans le vrai, en France il y a 3 chambres. Il y a celle qui est la plus connue, qui est l'Assemblée nationale, où il y a les députés qui sont élus au suffrage direct, qui représentent les citoyens et les citoyennes. Il y a le Sénat, qui représente les territoires, et il y a le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui représente la société civile dont on vient de parler. Et le CESE, il a pour objectif de conseiller, on va dire, le gouvernement ou le Parlement, donc le Parlement qui est constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale, sur les projets de loi, l'évaluation des politiques publiques, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, une fois qu'on a compris ce qu'il fait, qui le compose, c'est différents corps de la société civile qui sont organisés, c'est pour ça qu'il y a cette appellation de société civile organisée, et qui sont représentés par différents acteurs qui, là, pour le coup, sont nommés directement par le gouvernement. En tout cas, les corps de la société sont nommés par le gouvernement. Donc il y a des syndicats, la CFDT, la CGT, Solidaire, je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, il y a beaucoup de syndicats qui sont au CESE. Il y a aussi les corps patronaux, donc le MEDEF, mais aussi des confédérations de petites et moyennes entreprises. Il y a la Fédération nationale de chasse, il y a des syndicats agricoles, il y a des ONG, il y a des associations qui sont sur plein de thématiques différentes, que ce soit les droits des femmes, l'environnement. Voilà. Et c'est aussi la seule institution où il y a des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse. Parce qu'à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, par exemple, il y a 4 personnes qui ont moins de 30 ans. Et au Sénat, il y en a une. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez fort dans cette institution, d'avoir une place pour les jeunes. Et donc, on y arrive, on est nommé, mais je suppose que vous avez quand même postulé, ou pas du tout. Alors ça dépend un peu. Moi, mon parcours, et comment est-ce que l'organisation qui a décidé que je représente ce plaidoyer commun des jeunes au CESE, il est assez spécifique. C'est vraiment différent en fonction des différents organismes qui font partie du CESE. Mais en gros, si vous voulez, le gouvernement, et notamment le Premier ministre, avec son cabinet, décide de finalement qui est le plus à même, ou qui sont les personnes les plus légitimes, en tout cas les groupes les plus légitimes pour représenter la diversité des structures qu'il y a dans la société civile. Et après, il ne peut pas décider selon son bon vouloir. C'est-à-dire qu'il y a les organisations syndicales, par exemple, il y a des élections, donc ça leur donne plus ou moins de place et de crédibilité représentative au sein de la société. Moi, par exemple, je faisais partie d'une des organisations de jeunesse qui s'est mis avec les autres organisations pour représenter les jeunes dans cette institution. Et vous avez été élu quand ? Parce que c'est votre premier mandat. Oui, tout à fait, c'est mon premier mandat. J'ai été élue, j'étais nommée. On n'est pas élu, on est nommé en mai, il me semble. Donc ça fait moins d'1 an que j'y suis. Et moi aussi, j'ai mis quelques mois avant de saisir l'intégralité du fonctionnement de la maison. Mais c'est quand même assez extraordinaire. En fait, c'est un espace de dialogue social. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui finalement se parlent peu à l'extérieur de cet endroit, ou quand ils se parlent à l'extérieur de cet endroit, ils sont plutôt dans des rapports d'opposition. Et là, en fait, ils sont répartis dans différentes commissions de travail, qui sont similairement les mêmes commissions qu'à l'Assemblée nationale, sur différentes thématiques que vous traitez aussi au Connectar. Donc il y a affaires sociales, affaires internationales, économie et finances, délégation droits des femmes, voilà. Et donc tous ces acteurs se réunissent dans ces commissions de travail et essayent, discutent, parlent de leurs désaccords, auditionnent des personnes qui ont des points de vue différents, et tentent de trouver un consensus pour aller porter ensuite l'avis, entre guillemets, du CESE auprès du gouvernement et des ministères. Et le sujet, en fait, qui est-ce qui décide de des sujets ? Est-ce que justement c'est vous qui proposez des sujets parce que ça vous semble être des sujets d'actualité qui ne sont pas traités par le gouvernement ? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui veut votre éclairage et un éclairage de la société civile sur un nouveau sujet qu'il souhaite traiter ou commencer à débattre ? Eh bien les deux.
Il y a il y a d'autres manières de saisir le CESE. En gros, qui décide de quand le CESE travaille, il y a le gouvernement, parce qu'on fait partie quand même de l'instance gouvernementale. Par exemple, là, le Premier ministre a décidé de nous saisir sur la question de l'engagement démocratique des jeunes. Parce qu'on voit là sur les dernières élections que le taux de participation des jeunes au scrutin est extrêmement faible. Et donc le gouvernement, prenant conscience de cette problématique, demande au CESE de travailler pendant 4, 5, 6 mois sur cette thématique. Donc on peut être saisi par le gouvernement. On peut aussi décider de s'autosaisir. Donc typiquement, pendant la crise sanitaire, moi je fais partie de la délégation aux droits des femmes, on a remarqué que dans tout ce qui était plan de relance, il y avait des objectifs fixés par le gouvernement qui étaient inégalitaires. C'est-à-dire qu'on réinjectait de l'argent de manière massive dans des secteurs qui étaient principalement occupés par les hommes. L'aéronautique, l'industrie automobile, enfin voilà. Donc du coup, on a décidé de s'autosaisir et de travailler un avis sur crise sanitaire, inégalité de genre. Comment est-ce qu'on peut alerter le gouvernement pour que dans les mois qui viennent et dans le plan de relance, il y ait des choses qui soient faites pour réduire les inégalités qui n'ont fait bien sûr que se creuser pendant la crise. Et il y a une troisième voie qui est un peu moins connue et un peu moins utilisée mais qui est tout aussi intéressante, c'est par voie de pétition. Donc on peut être saisi par une pétition citoyenne qui peut être lancée par n'importe qui de nationalité française à partir de 16 ans. Il faut 150 000 signataires. Et quand on a regroupé ces 150 000 signataires, on peut se tourner vers le CESE et demander à ce que le sujet de la pétition soit abordé et traité par le CESE. Donc là, par exemple, on a travaillé sur, je crois que c'était il y a quelques années, mais sur la question de l'autisme, le coût social et économique de la gestion de l'autisme en France. Donc c'est 3 manières de saisir le CESE qui sont bien sûr complémentaires. Et quand je parlais de contre-pouvoir tout à l'heure, forcément, quand la société civile organisée ou ce qu'on appelle aussi les corps intermédiaires, on entend un peu ce mot aussi, un corps intermédiaire. Donc, on le réduit plus à des syndicats. Oui, c'est ça. Ils représentent les groupes sociaux qui sont entre l'individu et l'État, qui sont à l'intermédiation en fait. Forcément, quand on décide de s'autosaisir d'un sujet qui nous semble extrêmement important et qui n'a pas été demandé par le gouvernement, c'est aussi une forme de contre-pouvoir, puisqu'on va aller nourrir les députés, les sénateurs, les sénatrices, pour qu'ils puissent aussi aller porter nos revendications auprès du gouvernement ou dans les projets de loi. Dans les bonnes et les mauvaises pratiques, quand on parle d'open innovation, il y a plein de manières finalement de travailler ou de collaborer avec d'autres parties prenantes. Il y a le niveau consultation, concertation, co-construction. Le CESE... en termes de pouvoir, on va dire, où est-ce que ça se situe? C'est-à-dire que c'est consultatif, mais quand même écouté, consultatif, parfois écouté, la réalité, dans la réalité des faits. Et on dit que c'est la 3e instance, mais son poids dans la décision publique, après, ça peut être un avis personnel. Oui, je pense que c'est ce que j'allais dire. Ce n'est que mon avis, qui est forcément subjectif. Alors déjà, pour continuer de travailler, je me dis que globalement, c'est quand même un peu écouté, parce que sinon, j'aurais du mal à passer des heures à travailler sur les sujets. Donc forcément, je pense que c'est quand même écouté au niveau des ministères, au niveau du gouvernement. C'est pas forcément connu du grand public. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des espaces de négociation qui se jouent aussi à des endroits qui sont un peu moins visibles. Mais par contre, je pense qu'on est quand même habitué à une forme de représentation du pouvoir qui est très directe, qui est très descendant, et que tout ce qui est démocratie participative, on n'a pas forcément l'habitude, on ne sait pas forcément qui décide in fine, et je dirais qu'on n'est pas habitué à avoir aussi des propositions multiples. C'est-à-dire que, c'est un peu caricatural, mais j'ai le sentiment qu'il faudrait à des problèmes complexes des solutions simples. Et qu'au CESE, forcément, du fait d'avoir 175 acteurs qui sont extrêmement différents et qui doivent se mettre d'accord, on propose des solutions qui sont forcément complexes et qui demandent du temps et de l'appropriation pour pouvoir les mettre en œuvre. Et donc justement, parce que c'est beaucoup de boulot et de nombreuses heures, quand on est conseiller, on fait ça le soir et le week-end, c'est du temps plein. C'est quoi, qu'est-ce que ça, quand on veut justement creuser un sujet et donc participer au débat public, ça représente quoi cet investissement? Ça diffère forcément en fonction des engagements respectifs de chacun et puis des missions qu'on a à l'extérieur du CESE, mais je pense que
par contre, ce qui est intéressant de saisir, c'est qu'on n'est pas conseiller à plein temps. C'est pas un métier d'être conseiller au CESE. Le métier, c'est d'être agriculteur, agricultrice, paysan, paysanne, directeur ou directrice d'une petite entreprise, pour moi, éducatrice de jeunes, voilà. Donc on a un métier en fait. On est sur le terrain, on est en lien avec les citoyens et les citoyennes de tous les jours, et on est détaché pendant environ 2 jours par semaine pour pouvoir aller porter les revendications des gens qu'on côtoie au niveau de cette assemblée. Donc finalement, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle la société civile agissante. C'est-à-dire qu'on on fait notre métier comme on le fait tous les jours, sauf que 2 jours par semaine, on essaye d'aller parler de notre expérience et parler de ce qu'on vit et prendre des décisions par rapport à ça, avec bien sûr l'avis des autres, dans cette institution. Je sais pas si c'est très clair. Si. Et comment est-ce qu'on se forme? Enfin, vous, ça fait pas très longtemps, finalement. Le mandat, il dure 5 ans. Il dure 5 ans. Ouais. Je suppose que c'est pas la même chose entre le début et maintenant. Vous parliez que c'est des sujets complexes. Ça veut dire qu'il faut que vous vous nourrissiez. Comment est-ce qu'on fait quand on sait pas faire? Parce que c'est pas forcément quelque chose d'inné. Donc encore une fois, pour pouvoir, si on reparle d'open innovation, pour pouvoir apporter des éléments qui soient intéressants, il faut maîtriser le sujet. Donc c'est quoi? C'est que vous lisez des Google Scholar du matin au soir. Comment ça se passe? Il y a plein de... Enfin, je pense que c'est une question qui est très intéressante, parce que typiquement là, on parle de la... Non, mais par exemple, la parler dans les médias. Quand on n'est pas quand on n'est pas dans un espace partisan, qu'on nous a pas appris à faire, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. De la même manière, prendre des décisions dans un regard un peu macro au niveau national avec les territoires ultramarins, comment est-ce qu'on apprend à réfléchir dans un système aussi vaste que le territoire français, quoi. Donc c'est quand même c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne question. Moi je dis que j'ai pas encore fini d'apprendre, parce que ça fait que quelques mois que j'essaye de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que finalement mon avis est pertinent à certains endroits, pas forcément à d'autres. Mais la plupart du temps, je dirais qu'on commence, quand on a un sujet à traiter, on commence d'abord par écouter des personnes qui sont expertes de ces sujets. Qui ont quand même des savoirs théoriques, qui ont pensé ces sujets-là d'un point de vue philosophique, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Et on passe quand même 3-4 mois, c'est pour ça qu'on dit que c'est une institution du temps long, parce qu'on passe 3-4 mois à faire venir des gens et à écouter ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Et ensuite, on débat entre nous. Et là, ce qui est intéressant dans la transformation un peu, mais qui se passe à tous les niveaux de la société, c'est qu'on écoute des experts et des expertes, mais on écoute aussi des personnes concernées. Donc c'est-à-dire que, par exemple, là on ouvre un travail sur les métiers de la cohésion sociale. Il y a des gens qui pensent les questions d'emploi, de travail, qui sont extrêmement pertinentes, mais on va aussi écouter des aides-soignantes, des moniteurs éducateurs, enfin des personnes qui vivent ce travail au quotidien. Et ensuite, on débat avec nos savoirs et nos expériences propres pour essayer de trouver les solutions et les recommandations de changement de politique publique qui nous semblent les plus pertinentes. Mais il faut se mettre d'accord en amont. Et quand vous dites débattre, parce qu'on finalement, on ne peut pas regarder sur la chaîne parlementaire les débats du CESE. Est-ce que finalement, on débat de la même manière? Est-ce qu'on s'invective aussi? Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on quitte la salle? Ou justement, finalement, on est sur des modes de fonctionnement qui sont un peu différents? C'est très très différent. Je pense que ça va être peut-être moins marrant à regarder que les débats à l'Assemblée nationale, mais tout aussi intéressant. En fait, je trouve que ce qui est assez passionnant au CESE, mais c'est aussi parce qu'il est composé de plein d'acteurs différents, c'est qu'on n'est pas sur des logiques partisanes. On n'est pas sur des logiques en fait, il y a la gauche, la droite. Je dis pas que c'est comme ça à l'Assemblée nationale, mais parfois, en tout cas, il peut y avoir des regroupements qui sont un peu... qui laissent pas la place à en fait des espaces intermédiaires. Alors qu'au CESE, on est tellement nombreux, on représente tellement de groupes différents que c'est pas des positions noir-blanc. Il y a toujours des groupes et des gens qui sont un peu au milieu et qui font le lien en fait. Et c'est ça qui aide à faire le consensus. Dans moi, les commissions dans lesquelles je suis, pour l'instant, c'est des débats qui sont nourris,
qui sont parfois, je veux dire, difficiles, dans le sens où on n'est vraiment pas d'accord, mais il y a toute une organisation autour qui fait que, in fine, on essaie de prendre des décisions communes. Et si on n'y arrive pas, c'est pas si grave non plus. C'est-à-dire qu'on peut pas être d'accord sur tout. Il y a forcément des moments où, entre Fédération nationale de chasse et Ligue de protection des oiseaux, globalement, il y a des choses sur lesquelles on va pas être d'accord. Et il y a un outil au CESE qui s'appelle le dissensus, qui permet de ne pas dire qu'on n'est pas d'accord avec l'intégralité de l'avis, mais que sur certains points, on ne peut pas ne pas dire qu'on était fortement en désaccord. Donc il y a quand même une manière de montrer au public extérieur les espaces qui ont vraiment fait des accords dans la commission. Et est-ce que vous avez justement, parce que toujours c'est un peu le sujet dans les discussions, et c'est parce que dans les négociations, dans les débats, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Est-ce qu'il y a cette posture de se dire il faut qu'on arrive collectivement à se mettre d'accord sur un début de solution et un consensus à présenter? Ou est-ce que ça peut arriver que finalement ça n'aboutisse à rien parce que le sujet n'est pas assez mature ou que vraiment il est trop clivant pour... Il y a clairement des sujets et des avis qui n'ont pas été votés par le CESE dans son ensemble, où la société civile n'est pas arrivée à se mettre d'accord. Typiquement, c'est des sujets qui sont aussi... En fait, on représente la société aussi, donc c'est les mêmes sujets. La question de la fin de vie, elle est extrêmement complexe, elle pose beaucoup de questions. Tout ce qui concerne le nucléaire, clairement, c'est des sujets qui sont assez peu traités par cette institution parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord et qu'on n'est tellement pas d'accord qu'en fait, ça vient entacher aussi potentiellement les travaux qu'on pourrait faire sur d'autres thématiques. Mais la plupart du temps, quand même, il y a cette idée de se dire dès le début des travaux que à la fin, il va falloir qu'on trouve un chemin qui nous convienne à toutes et tous. Et ça, après, il y a des pratiques pour mettre en commun, arriver à avancer ensemble même si on n'est pas d'accord. C'est des outils qui sont aussi utilisés. Moi qui viens du milieu de l'éducation populaire, clairement, j'utilise des outils que j'ai vécus dans les associations dans lesquelles j'étais, j'utilise avec les conseillers et conseillères. C'est pas des personnes qui ne sont pas sensibles à ce type de méthodologie. Oui, j'allais dire, en fait, il y a une méthodologie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des outils qui permettent d'aider à la décision, à trouver des consensus, à se nourrir, à s'enrichir. Vous en aviez parlé d'un, ouais. Quand je vous disais, on aime bien dans les Déj Open Inno avoir un peu un petit outil pratico-pratique que vous n'avez pas encore utilisé, que vous aimeriez bien utiliser et qui vient justement de votre expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Ouais, tout à fait. Peut-être juste avant d'en parler, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont très différentes et notamment des jeunes dans ces institutions parce qu'on vient avec des outils qui sont différents de ceux qui ont été utilisés depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles modalités de fonctionnement collectif. Et donc du coup, en tout cas moi j'ai le sentiment que depuis qu'on est présent dans ces espaces-là, et ça vient pas que de nous, mais depuis qu'on est présent dans ces espaces-là, on propose aussi des nouvelles manières de faire. C'est-à-dire que je pense que vous mettez n'importe quel jeune de 18 ans à l'Assemblée nationale, il se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'on m'a appris à fonctionner et à parler ensemble. C'est pas en se criant dessus, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus dans ces institutions-là. Donc moi, l'outil dont j'avais envie de vous parler, c'est un outil qui s'appelle l'arpentage. Donc le fait d'arpenter, j'aime bien aussi cette image. En fait, c'est venu... moi, c'est une question que je me suis posée de comment est-ce qu'on fait pour vraiment se poser et accepter de réfléchir ensemble sur un sujet. Parce que souvent on se pose 5, 10, 20 minutes, mais comment est-ce que vraiment on prend le temps de se poser et de réfléchir sur un sujet ? Et l'arpentage, en fait, c'est une méthode de lecture collective qui a été inventée dans les maquis de la Seconde Guerre mondiale, dont le but c'était de créer en fait une culture commune entre ouvriers, intellectuels, gaullistes, communistes, donc c'était un sacré défi. Et c'est un outil qui s'est ensuite diffusé dans le milieu ouvrier et qui a été très présente après dans les milieux d'éducation populaire, les maisons du peuple, les choses comme ça. Et donc en fait, on découpe le livre. Il y a vraiment un aspect assez visuel, théâtral. On découpe, on déchire le livre en plusieurs parties, et en autant de parties qu'il y a de lecteurs et de lectrices dans la salle. Et ensuite, on a un temps de lecture individuel qui peut être accompagné, qui est pas du tout, il n'y a pas du tout besoin de lire l'intégralité de la page qu'on a. Et après, il y a une restitution commune. Et la restitution commune, elle se fait pas dans un exposé de
voilà ce qui est dit, c'est qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, à quoi ça me fait penser, à ce avec quoi je suis pas d'accord. Donc c'est vraiment c'est un peu comme de la lecture augmentée en fait. C'est de la lecture sensible, on part d'un sujet, d'une théorie, et puis on ajoute plein de savoirs chauds des personnes qui font ce travail commun. Et je dirais qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de populariser la lecture, de désacraliser l'objet du livre, qui peut aussi être perçu comme un outil utilisé par les dominants, entre guillemets. Il y a le fait de vivre un travail coopératif, critique. Généralement, ça dure 3, 4, 5 heures, c'est assez long. Et il y a le fait de créer une culture commune autour d'un sujet. Et ça, finalement, il n'y a pas tant d'espace ou tant de pratiques qui permettent de le faire, à part se poser et se dire, là, en fait, pendant 3 heures, on vit tous et toutes la même chose, même si on a des lectures qui sont différentes. Voilà, et puis comprendre aussi qu'il n'y a pas de savoir neutre, il n'y a pas des sachants qui écrivent et qui n'ont pas de point de vue situé. C'est forcément des points de vue situés qu'on partage ensuite. Et puis, comme c'est le cas au CESE, je pense que tous ces outils-là, ils marchent que si on passe un bon moment. Donc s'il y a du thé, du café, des gâteaux, enfin voilà. On préconise aussi que ce soit un moment convivial et qu'on soit dans une logique de construire collectivement, quoi. Très bien, et justement ça nous amène à la dernière partie de l'intervention. Le CESE, il a été réformé. On a inscrit la participation, alors je ne sais plus comment c'était. Citoyenne. Voilà, mais sur la réforme, je l'avais noté quelque part. Mais la chambre de la participation citoyenne. Voilà, la chambre des participations citoyennes. On entend beaucoup le mot de participation citoyenne. Il y a encore quelques temps, on me disait oui, bon, ça va bien avec la participation citoyenne parce que on va pas non plus demander à Micheline de se positionner sur tous les sujets alors qu'elle y connaît rien. C'est marrant, souvent on parle de Micheline, on ne parle pas trop de Robert. C'est ça. Qui se positionne souvent sur des sujets qu'il ne connaît pas. Présidente de la délégation droits des femmes et tout à fait. Et donc en fait, comment on intègre donc dans la société civile organisée cette participation citoyenne et quel regard vous portez justement sur cette, alors je ne sais pas si on peut dire cette tendance de fond de vouloir intégrer le citoyen ou que le citoyen a plus ou moins envie d'être intégré aussi, quoi. Oui, alors là, avec la réforme qui date d'il y a 1 an et demi, on est devenu la Chambre de la participation citoyenne. Donc on organise des conventions citoyennes. Les conventions citoyennes, c'est un modèle, ça vient du modèle scandinave. C'est un modèle de démocratie participative. On a on a entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. Mais il y en a d'autres qui se montent, que ce soit au CESE ou dans d'autres institutions. Et en gros, l'objectif, c'est un peu comme ce que je viens de vous expliquer. C'est on tire des citoyens au sort et des citoyennes qui ont un genre différent, qui ont des âges différents, des origines géographiques, sociales différentes. Et on les fait se réunir autour d'un sujet. Là, c'était le climat, par exemple. Et ils écoutent des experts et des expertes, et de la même manière, ils vont devoir, au fur et à mesure, prendre des décisions. C'est une forme de participation citoyenne. Mais au CESE, il y en a d'autres qui se voient moins, mais qui sont tout aussi intéressantes. On intègre, par exemple, des citoyens et des citoyennes directement à la construction de nos travaux. Donc, par exemple, là, sur la vie dont je parlais, engagement démocratique et participation des jeunes, on a tiré au sort 12 citoyens et citoyennes qui viennent, au même titre que les autres conseillers et conseillères, participer aux travaux et participer au débat. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il ne suffit pas de les appeler et de les faire venir pour qu'ils puissent avoir du pouvoir d'agir, la capacité de prendre la parole en public, de donner leur avis, de se formaliser un avis. Donc il y a aussi tout un tas d'outils qui aident les citoyens et les citoyennes à faire de l'exercice politique. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait grandir le CESE et on aimerait bien devenir de plus en plus des chambres de participation citoyenne, sachant qu'il y a des CESE qui sont sur les territoires, ça s'appelle les Césaires. Donc il y en a un en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le Césaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui j'espère fera aussi ce type de convention avec d'autres acteurs. Et ensuite, pour donner mon avis sur la participation citoyenne, je pense que il faut qu'elle soit pensée à plusieurs échelles. Elle ne peut pas être que nationale. La participation citoyenne que nationale, si on n'accompagne pas les citoyens et si on ne leur donne pas la manière de donner leur avis depuis qu'ils sont jeunes, c'est pas parce qu'on les tire au sort à un moment pour donner leur avis sur le cannabis que globalement il y a la démocratie participative en France. Donc je pense que ce qui est intéressant dans la participation citoyenne, c'est d'avoir
de la participation citoyenne à différentes échelles, donc nationale, au niveau des collectivités, au niveau local. Et en fait, il y a déjà plein d'espaces où ça se passe. Un syndic, c'est un espace de participation démocratique, en tout cas. C'est un espace où on apprend à se mettre d'accord, alors qu'on ne l'est pas forcément, à prendre des décisions. Voilà. Donc moi, je pense que plus on apporte des gestes démocratiques, des pratiques, plus la démocratie elle est vivante et plus on va vouloir aussi prendre la parole et donner son avis dans les différents espaces où cette participation citoyenne s'organise. Et sachant qu'en France, mais globalement, je pense aussi dans les autres pays européens, il y a une crise de la démocratie participative, en tout cas la démocratie représentative, et que la participation citoyenne peut être un outil pour redonner du pouvoir d'agir aux citoyens et leur redonner aussi le sentiment que l'espace politique n'est pas un espace que partisan qui s'organise dans un entre-soi qui n'a rien à voir avec le terrain. Mais par contre, pour ça, il faut qu'il y ait de la redevabilité, c'est-à-dire qu'il faut que les organisations politiciennes qui proposent des conventions citoyennes soient très claires sur les objectifs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place in fine, parce qu'il n'y a rien de pire que de demander à des citoyens de venir travailler pendant des mois, de donner de leur temps libre et d'essayer de se mettre d'accord sur différentes politiques publiques pour ensuite leur dire globalement je vais prendre ce qui me plaît. Enfin, c'est pas un outil de communication politique, c'est un geste démocratique et je pense que c'est aussi un geste éthique et qu'on peut pas faire de la participation citoyenne par-ci par-là sans outils et sans avoir, c'est ce que je disais, des idées claires et être totalement transparent sur les issues de cette participation qui est demandée aux citoyens et aux citoyennes. Avec Micheline et Robert. Pour le mot de la fin, je trouvais que tout à l'heure, vous m'aviez dit, alors je l'ai noté rapidement comme ça, mais vous me disiez, oui, il faut que toutes ces initiatives et ces expérimentations finalement d'open innovation, elles se fassent dans le cadre démocratique. Et vous preniez l'exemple du conseil des jeunes, en me disant il y a un conseil des jeunes et il n'y a pas de conseil des vieux. Donc cette idée de quand on expérimente, il faut qu'on expérimente pas ex nihilo, ouais. Alors ça, après moi j'ai un avis aussi assez aiguisé sur la question de la représentation des jeunes au sein des institutions politiques. En fait, mais même au niveau local, on a tendance à créer des conseils par-ci par-là où on met les jeunes et puis ils discutent entre eux. Mais c'est pas du tout des espaces où se prennent les décisions. Donc on veut pas être pris pour des bisus en fait. Enfin, à un moment, il faut aussi qu'on soit dans des espaces où on participe de manière légitime au pouvoir politique et à la décision politique. Donc je dis pas que c'est inintéressant de faire des conseils de jeunes, mais par contre il faut que ce qui est pensé dans les conseils de jeunes puisse être mis en place ou rediscuté ou redébattu dans un conseil un peu plus large dans lequel il y aurait aussi des jeunes. Et je parlais des conseils de vieux. En vrai, ça serait aussi, la population est extrêmement vieillissante, ça serait aussi très intéressant d'avoir potentiellement des personnes âgées qui puissent venir donner leurs avis ou en tout cas participer dans une micro-société civile au débat, même s'ils sont quand même beaucoup plus présents que les jeunes. Et ce qui est un peu ennuyeux sur ces conseils de jeunes parfois, c'est que souvent on leur demande leur avis sur la jeunesse, comme si moi je n'avais un avis que sur les femmes. Vous voyez quoi. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont un avis sur la jeunesse, ça ils en ont plein. Ils ont aussi un avis sur les questions d'inégalité de genre, ils ont un avis sur la crise écologique, ils ont un avis sur comment est-ce qu'eux ils ont envie d'être traités quand ils auront 80 ans. Enfin, ils ont un avis sur plein de sujets. Donc c'est bien pour ça qu'il faut aussi les intégrer au sein des espaces où se prennent les décisions politiques. Ben, écoutez, merci beaucoup Agathe. Un petit mot de la fin, c'est le moment où je dis l'instant carte blanche. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer ou justement un point qui n'a pas été abordé et vous pouvez le faire là en moins de 30 secondes ou une minute. S'il y a quelque chose pour, justement sur cette notion de participation, de faire participer peut-être d'autres types de publics à la prise de décision et aux stratégies à développer, si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois que c'est surtout pour souligner ce que j'ai dit à un moment, c'est qu'il ne suffit pas de décréter la participation citoyenne ou de décréter la participation des jeunes pour qu'ils aient vraiment la capacité à le faire. Et que c'est pas de se dire qu'ils sont moins capables de le faire que les hommes et femmes politiques qui ont 50 ans. C'est juste que globalement, si on n'a pas des outils et tout un système qui nous apprend à prendre des décisions et à être exigeant dans la prise de décision, je ne vois pas comment on peut le faire
juste parce qu'à un moment, il y a un politique qui a décidé que c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre la décision. Donc c'est ça qui, à mon sens, est quand même assez important. Et j'espère que ces outils, on va aussi les chercher dans d'autres types d'espaces, notamment comme ici, ou dans les espaces économiques, dans les associations, dans les ONG. Il y a plein d'outils qui existent et qui peuvent un peu faire revivre la politique en France, quoi. Bien, merci beaucoup Agathe, c'était passionnant. On va voir s'il y a peut-être qu'il y a des questions. Je savais pas qu'il y avait des questions. Oui. Et s'il y a des questions, je les retranscrirai au cas où on les entende pas bien. Très bien. Oui, merci Agathe, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et alors, il y a deux choses qui m'ont fait réagir et qui m'amènent à la question que je vais poser. C'est quand vous avez dit, si on mettait les jeunes au sein de l'Assemblée, ils se demanderaient qu'est-ce qui se passe et ils apportent une autre façon d'appréhender les choses. Ou l'exemple des syndics, il y a des réunions de syndics de copropriété. En fait, je trouve qu'on n'apprend pas, en fait, on le vit. Et souvent, on vit, on revit, on re-revit sans progresser. Et chez les jeunes, je pense que justement, ils n'apprennent pas dans l'univers, on va dire, scolaire, qui est l'univers structurant, à prendre des décisions, à argumenter, etc. Et donc, c'est quoi aujourd'hui pour vous les espaces où on apprend ça en dehors d'arriver à être engagé, comme vous l'avez dit Ou à développer. Ou à développer. Et donc, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui des espaces, quand on est jeune notamment, pour apprendre à se prononcer, à débattre dans une structure scolaire où finalement on est plutôt l'apprenant face au sachant. Donc, est-ce qu'il existe des espaces ou est-ce qu'il y aurait des espaces à créer ? Déjà, effectivement, qu'on arrive aussi toutes et tous à se dire prendre une décision, c'est pas juste donner son avis. Il y a donner son avis, avoir des avis contradictoires, essayer de nourrir son avis, et ensuite, in fine, prendre une décision dans le collectif. Et ça, c'est vrai que à l'école, il n'y a pas forcément pour le moment beaucoup d'espace où ça se fait, même s'il y en a. Je pense notamment à l'éducation aux médias, ou l'EMC. Il y a pas mal de matières quand même qui amènent à exercer l'esprit critique et à prendre des décisions. Mais ça pourrait très bien se faire au niveau de l'école. Parce que finalement, quand on décide de réaménager la cour, en fait, est-ce qu'on organise aussi des mini-conventions citoyennes au niveau des espaces scolaires ? Ça pourrait être hyper intéressant de savoir, en fait, moi en tant qu'élève, j'ai envie d'avoir un endroit avec un grand terrain de foot. Moi, j'ai envie d'avoir un endroit où je peux, je sais pas, jouer aux billes. Comment est-ce que, globalement, on fait pour avoir ces deux endroits ? Comment est-ce qu'on s'arrange entre nous pour que l'envie et le besoin de chacun soient respectés dans un espace qui, de toute manière, est un espace collectif ? Et moi, je dirais que les endroits où ça se trouve, en tout cas où moi, personnellement, j'ai pu expérimenter ça, c'est clairement les mouvements de jeunesse. Parce que ce soit des associations ou des mouvements scouts, des choses comme ça qui sont encore un peu différentes, c'est un endroit où on nous donne du pouvoir d'agir. Puisque c'est un endroit où, de toute manière, c'est nous qui prenons les décisions. Donc déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur quelle décision on prend. On sort un peu de la logique opérateur jeunesse. C'est pas, en fait, on s'adresse à moi parce que je suis jeune et on vient me dire globalement ce que je pourrais faire. C'est, non, en fait, c'est toi le sujet et c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu as envie d'organiser comme événement pour ton quartier, pour ta ville et comment est-ce que tu vas l'organiser. Et après, il y a tout ce qui est quand même le corps syndical, les organisations syndicales étudiants ou les syndicats d'élèves, qui, à mon avis, sont des espaces de pratiques de pratiques politiques et de formation politique qui sont assez intéressantes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci beaucoup. Je suis étonnée, je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Ah oui, mais c'était un peu l'objectif de faire l'enregistrement par en public compte tenu des conditions sanitaires. Vous avez parlé, je crois, de contre-pouvoir, d'instance de contre-pouvoir sur ce CESE. Et moi, ça me questionne beaucoup, en fait, cette notion de contre-pouvoir. Alors, j'anime le conseil de développement du territoire du Grand Clermont, qui est une instance de participation citoyenne. Et si je dis aux élus
que cette instance est une instance de contre-pouvoir, je peux vous dire que ça va être perdu d'avance. Du coup, parce que voilà, il y a cette notion de contre, il y a cette notion d'opposition. Et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas présenter les choses autrement pour que les élus voient de façon plus positive aussi la démocratie participative, la participation citoyenne. Alors, je reformule. Est-ce que finalement, la notion de contre-pouvoir, quand on parle de démocratie participative, n'a pas une connotation péjorative et qui pourrait finalement effrayer les élus dans la mise en place d'espaces d'espaces de citoyens et de société civile C'est une bonne question. Alors moi j'utilisais le terme de contre-pouvoir pour définir la société civile, pas pour définir la démocratie participative, parce que la société civile, et par essence, n'est pas gouvernementale ni militaire. Donc c'est en ça que je disais que c'était un contre-pouvoir. Mais sur la terminologie, c'est clair que pour avoir travaillé avec également des élus, je pense que tout ce qui pourrait être proche d'une opposition frontale et pas dans une co-construction, globalement pourrait plutôt donner envie aux représentants et aux représentantes de ne pas utiliser ce qui s'est décidé dans ces endroits-là. Donc je suis plutôt d'accord avec vous. Même si mes petites tendances syndicales radicales me feraient quand même dire que, globalement, le contre-pouvoir est nécessaire dans ce qu'on appelle une démocratie tout court. Et que si les élus sont pas tout à fait d'accord pour qu'il y ait des espèces de contre-pouvoirs qui s'organisent, globalement, ça fait quand même partie du socle démocratique. Très bien. Une autre question ? Eh ben, donc, merci beaucoup Agathe. On suivra, oui, parce que vous travaillez sur quoi là, les sujets en ce moment ? Alors là, peut-être que ça fera venir des gens, parce que là, on travaille. Alors moi, je suis beaucoup plus dans la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, donc je travaille beaucoup sur les questions d'égalité de genre. Et là, on travaille inégalité de genre, crise climatique. Et comment est-ce que les impacts de la crise climatique sont différenciés en fonction de si on est une femme ou si on est un homme. Et il y a aussi toute la partie écoféministe, et je pense que dans une institution gouvernementale, c'est quand même rare d'entendre parler de sorcières et d'écoféminisme. Est-ce qu'on peut trouver justement vos rapports, enfin vos conclusions sur le site du CESE ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que c'est accessible ? C'est tout à fait ouvert. Après, là, on commence ce travail, donc ça sera dans 6-7 mois qu'on pourra rendre un peu des préconisations gouvernementales pour la France, pour l'Europe et puis pour le monde. Et donc si vous voulez savoir finalement de ce que le CESE a fait, c'est le site internet, c'est cese.fr. Oui, je crois que c'est cese.fr, mais on est assez présents sur les réseaux sociaux et il y a même, en fait, en fonction des travaux, là on parlait d'écoféminisme, on fait des petites vidéos d'experts et d'expertes qui viennent un peu nous parler des sujets et ça c'est vraiment au fil de l'eau qu'on les poste. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, il y a vraiment des thématiques qui sont passionnantes. Merci beaucoup Agathe, et puis donc rendez-vous pour un prochain Déj Open Inno sur les sorcières. Dans le 4 mars. Merci beaucoup. Merci.